qui retourne l'écran pour Salonais, un plaisir pour moi rejoindre nous et moi souhaiter l'année une commence un très bonne note. Aujourd'hui, pour notre première émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans l'émission Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Dominique Mas. Bienvenue. Merci, bienvenue à la résidence de France. Merci. Alors, tout s'est bien passé pour vous? L'année a bien commencé? L'année a bien commencé, puis c'est pour moi une opportunité de souhaiter une très bonne année à vous-même et puis à tous vos auditeurs, avec surtout et d'abord une bonne santé. Je sais que 2021 a été difficile, et même le début de 2022 pour beaucoup de familles séchelloises. Et je voulais profiter de ce moment pour vous assurer de ma solidarité. Merci bien. Alors, la France a pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela change pour les Seychelles? Ça ne change pas fondamentalement. La France, cela fait 14 ans que nous n'avions pas eu la présidence européenne. Nous allons passer 6 mois sous un énorme effort de relance, de relance économique. Et avec le président français a souhaité mettre l'accent au cours de sa présidence sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Et c'est là où effectivement les Seychelles sont concernées. Vous le savez peut-être, en février, nous aurons le sommet UE-UA qui se fera justement, qui est organisé aussi sous la présidence française. Et on a souhaité faire de ce sommet un grand moment de l'alliance entre l'Europe et l'Afrique. Nous espérons beaucoup d'une déclaration politique forte qui est actuellement en négociation avec les pays membres de l'Union africaine et les pays membres de l'Union européenne. Et puis à côté de cette déclaration politique, de cette alliance renouvelée, il y aura un certain nombre d'initiatives, notamment sur la santé. Nous allons discuter des questions de production de vaccins sur le continent africain et comment nous pouvons aider à cette production. Mais nous aurons aussi à discuter des questions de relance économique et notamment de transition écologique et puis avec un accent particulier mis sur les océans. La France, à l'initiative du président français, va accueillir très bientôt à Brest le premier sommet des océans, One Ocean Summit, auquel le président Ramkalawan est invité et il a bien entendu accepté l'invitation du président Macron. Donc il y aura autour du président Macron que 12 à 15 chefs d'État ou de gouvernement. Et le chef de l'État séchellois fera partie de ces 12 ou 15 leaders mondiaux pour justement exprimer les préoccupations de ces petits États insulaires et là aussi renouveler les engagements séchellois en matière de protection, de gestion des océans, mais aussi de développement de l'économie liée à l'océan. Donc c'est toute la partie économie bleue. On fait tout le temps des grandes déclarations, comme vous avez dit, relance économique, on parle de vaccination, mais on ne voit pas des fois des résultats concrets. Pour l'Afrique, déjà, il faut considérer quand même que pendant toute cette période de pandémie, l'Union européenne a été le premier pourvoyeur de vaccins sur l'Afrique. Alors, ça c'est important. C'est aussi cette décision de produire et d'aider à la production de vaccins sur le continent africain, c'est du concret, je veux dire. Ce sont des investissements très concrets. Sur les Seychelles, en parlant d'économie bleue, l'Union européenne, par exemple, a mis dans le panier de la mariée, je dirais, 2,8 millions d'euros pour le développement de la pêche artisanale. Donc les infrastructures que vous voyez à la retraite, ceux qui sont en cours de définition à Anse-Royal ou à Anse-au-Pin, sont des infrastructures qui sont aussi financées par l'Union européenne et par le gouvernement séchellois. Donc il y a effectivement du concret. Et puis l'économie bleue, c'est quelque chose qui est en train de se créer, je dirais. Et les Seychelles vont accueillir le prochain sommet, enfin pas sommet, le prochain forum Blue Invest Africa. Pour la première fois, cet événement se tiendra en Afrique. Et là, on va parler de concret, c'est-à-dire on va parler d'entrepreneurs, d'investisseurs européens qui veulent monter un partenariat avec des investisseurs africains sur le développement de l'économie bleue. Voilà. Nous-mêmes, sur l'économie bleue, vous le savez, comme nous assurons la présidence de la COI, nous avons voulu faire de cette année de présidence l'année de l'économie bleue.
Et avec nos partenaires séchellois, d'ailleurs, nous avons lancé cette initiative d'une journée régionale de l'économie bleue. Au départ, ça a été initié par les autorités séchelloises et nous avons trouvé cette idée merveilleuse et nous l'avons généralisée à l'ensemble des pays de la COI, même un peu plus large, puisque le Mozambique et la Tanzanie ont aussi fêté avec le Kenya cette journée. Justement, on reste sur l'économie bleue. L'année dernière, la France a accordé aux Seychelles une subvention d'au moins 120 000 dollars pour ce projet, pour développer 3 projets dans le cadre de l'économie bleue. Qu'est-ce que vous pensez le plus grand défi dans ce secteur? Je crois que le plus grand défi du secteur de l'économie bleue, c'est l'innovation. Il faut que nous développions nos capacités d'innovation pour pouvoir parvenir à exploiter toute cette richesse océanique, mais l'exploiter de façon durable et de façon raisonnable. Alors, on a la capacité, mais on n'a pas l'innovation. On n'a pas l'innovation, on n'a pas suffisamment d'innovation. Et l'objet de ces projets que nous avons financés, c'était justement de développer cette capacité d'innovation. Nous avons des petits projets justement sur la reproduction des coraux. Nous avons des projets de recherche sur l'impact des algues sur la reproduction des coraux. Nous avons un projet sur la valorisation des algues. Vous voyez, ce sont des petits projets de recherche qui viennent alimenter les investisseurs. Vous avez des investisseurs séchellois qui travaillent notamment sur l'utilisation des algues et qui investissent, qui travaillent aussi sur la transformation des produits de la pêche. Mais je pense que le grand défi des années qui viennent se portera sur l'innovation en matière de préservation et de valorisation de l'océan. Et on essaie d'y contribuer avec l'Université des Seychelles, avec l'Institut de recherche et de développement français qui est installé ici, avec d'autres instituts, justement pour mieux tirer toutes les richesses de l'océan, mais en le protégeant. Vous allez verser encore d'argent dans l'économie bleue ou? On continue à travailler sur ce thème-là. Nous sommes en fin de présidence de la COI. Ça n'empêchera pas que nous continuions à travailler sur ces sujets. L'économie bleue, c'est très très large. Vous savez, c'est aussi les activités portuaires, par exemple. La France, à travers l'Agence française du développement, a mis un peu plus de 16 millions d'euros pour le développement du port de Victoria. Et le développement du port de Victoria, ce n'est pas simplement l'agrandissement d'un quai, c'est aussi comment faire de ce port un port plus durable, un port plus vert, on dira. Et je suis très heureux de la coopération qui a été initiée entre l'autorité portuaire de Victoria et le port de la Réunion, justement sur ces thématiques de smart port ou de green port, comme on dit en anglais. Et qui sont totalement dans la ligne politique des Seychelles et de la France, hein, là aussi de promouvoir une économie bleue qui soit respectueuse de l'environnement. Justement, vous avez parlé de la présidence de la France pour la COI depuis mai l'année dernière. En quoi vous allez dire que la COI influe-t-elle le quotidien des Seychellois? Vous savez, c'est intéressant votre question parce que c'est la question que se posent beaucoup de Français sur l'Union européenne. Ils se disent, oui, l'Union européenne, c'est loin, à quoi ça nous sert? Et en fait, ça intervient dans le quotidien de notre vie. Et la COI, c'est un peu comme ça aussi, si vous voulez. Quand on travaille pendant la présidence française, nous, on a voulu mettre l'accent sur la relance économique, notamment post-Covid. Et ce qu'on a essayé d'organiser, c'est des rencontres entre des hommes d'affaires, entre des investisseurs de la région, et puis peut-être aussi d'autres personnes qui ne sont pas de la région. Et tout ça, à terme, pour développer les investissements et l'économie. La COI, c'est aussi l'énorme projet SEGA sur la santé, financé notamment, entre autres, par l'Union européenne et par l'Agence française de développement. Ce sont des millions qui ont été mis au niveau régional pour monter un réseau de surveillance épidémiologique. Et en ce moment, Dieu sait si on en a besoin, et pour, au moment de la crise du Covid, pouvoir livrer des équipements aux différents pays membres de la COI. Les Seychelles en ont bénéficié, j'ai plus les montants, mais on a reçu un certain nombre d'équipements, de ventilateurs et d'équipements médicaux au tout début de la crise. Voyez, donc c'est ça le quotidien, mais on ne le voit pas forcément. Et puis, il y a un vrai sujet sur lequel on a travaillé au cours de cette présidence et qui n'est pas fini, c'est le sujet des mobilités.
et des mobilités professionnelles et des mobilités universitaires. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de créer ce que le président Macron, en octobre 2019 à La Réunion, avait appelé un Erasmus de l'océan Indien, c'est-à-dire de favoriser les échanges d'étudiants entre les universités de l'océan Indien, y compris l'université de La Réunion. Et puis il y a un autre aspect qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la formation professionnelle. La COI, sous présidence française, organise mi-février les assises de la formation professionnelle à La Réunion, et qui devront déboucher, sur, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des projets très concrets d'échange, parce que c'est l'avenir. La formation professionnelle, c'est le développement de nos pays. Le président Ramkalawan l'a souvent souligné, dans sa nécessité de diversifier son économie. Eh bien, ça passera par la formation des Seychellois. Très intéressant que vous avez parlé de cette réussite, programme Réunion que vous avez mentionné, mobilité. Où en sommes-nous? Est-ce que les Seychellois ont déjà bénéficié? Est-ce qu'ils ont fait cet échange avec les autres pays dans la région? On en est au tout début. D'accord. Pour tout vous dire, c'est toujours des problèmes un peu compliqués parce que pour faire des échanges d'étudiants, il faut que les universités s'accordent sur disons, les reconnaissances de diplômes. Okay. Voyez, donc il n'y a pas trop de problèmes entre les Seychelles, entre l'Université des Seychelles et La Réunion, mais tout ça n'a pas été finalisé au niveau régional. Mais je vous rappelle qu'entre l'Université de La Réunion et l'Université des Seychelles, on a déjà un accord de coopération sur la formation de médecins. Il y a une convention qui a été signée avec le ministère de la Santé et qui permet d'aller former des médecins seychellois sur La Réunion. Et très prochainement, je pense pouvoir l'annoncer aussi, nous aurons une convention de partenariat entre la Tourism Academy et les écoles hôtelières, les écoles touristiques aussi, de La Réunion, justement pour favoriser les échanges de stagiaires, les échanges d'étudiants, mais aussi les échanges d'enseignants. Monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas parler de la relation France-Seychelles sans parler du tourisme. L'économie seychelloise largement dépendante du tourisme. Et on a vu qu'il y avait une baisse en 2021. Les touristes français passaient de 43 000 à 19 000. Et dans le même temps, la Russie est passée de 11 300 à 31 300 touristes. Ça, même après les vols, Air France qui ont repris l'année dernière, aussi les croisières. Quelle conclusion tirer de ce constat vu? D'abord, une conclusion de méthode, c'est que moi, je ne m'intéresse pas aux chiffres de 2021, mais je considère les chiffres de 2019. Parce qu'en 2021, 2020-2021, tout le monde sait que nous avions une énorme crise sanitaire et tout le monde sait que jusqu'à la moitié de l'année, la France recommandait à ses ressortissants de ne pas sortir du pays. Et je vous dis ça parce que je suis extrêmement confiant. D'abord, ça me fait très plaisir que les Seychelles aient réussi à diversifier leur clientèle et que vous accueillez aujourd'hui de plus en plus de clients russes après avoir accueilli des Israéliens, après beaucoup de gens du Moyen-Orient. Donc c'est très bien pour cette économie et ça nous satisfait. Et quant à la clientèle française, je suis très optimiste. Nous avons en fin d'année 2021 accueilli 21 000 touristes français. C'est la moitié de ce que nous accueillions avant l'épidémie. En 2019, c'était 40 000 clients. Mais je suis très confiant. On voit bien sur les derniers mois, les Français en sont en train de revenir massivement sur les Seychelles. Le vol Air France est quasiment plein. Et nous avons deux outils majeurs que nous n'avions pas vraiment les autres années. Nous avons effectivement, vous le disiez, les vols d'Air France. Et nous allons travailler avec le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme pour que Air France puisse maintenir ses vols tout au long de l'année. Et puis nous avons le Club Méditerranée, qui est un nouvel atout parmi les hôtels seychellois. Et vous savez que la grande majorité, enfin le Club Méditerranée attire énormément de clients français. Donc c'est pour ça que je vous réponds en souriant, parce que je sais que si on se revoit dans 6 mois ou dans 1 an, vous me demanderez la question, mais à l'envers, pourquoi il y a autant de touristes français? Alors la France va passer en 2e position, comme c'était le cas avant la pandémie? Pourquoi pas? Mais avant la 2e position, il y a aussi la 1re position. Il faut vraiment regarder le tourisme français, si vous voulez, il faut le regarder sur 12 mois, comme tous les flux de touristes. Donc là, vous avez eu beaucoup de touristes russes parce que ça correspondait à une époque, et puis après, mais les Français viennent en permanence toute l'année. Il y a aussi ce côté vaccination, où les touristes qui ne sont pas vaccinés sont
c'est un peu difficile quand même pour quitter le pays. Alors on fait quoi là-dessus? Eh bien, on se fait vacciner. C'est ma réponse. C'est la Et s'ils réponse veulent du pas, gouvernement. Ben, s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est un choix, c'est une liberté, mais nous, nous leur déconseillons fortement de voyager à l'étranger parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques que les personnes vaccinées. Vous le savez, les gens, souvent, notamment en Europe, qui sont aujourd'hui hospitalisés, sont des gens qui ne sont pas vaccinés, dans leur grande majorité. C'est à la fois un souci de protéger nos ressortissants français en leur disant ben, attendez, ne voyagez pas si vous n'avez pas le vaccin. C'est aussi une façon aussi de protéger les Seychelles, c'est-à-dire de ne pas aller encombrer les services hospitaliers et qu'on n'ait plus de place dans les hôpitaux. Vous voyez. Alors les non-vaccinés ne viendront pas aux Seychelles, c'est ça. Pour l'instant, la réglementation prévoit que les non-vaccinés peuvent venir aux Seychelles, mais pas pour des motifs touristiques, mais plutôt pour des motifs, ce qu'on appelle les motifs impérieux. Alors pas pour les vacances. Mais pas pour les vacances. Est-ce que la France va à long terme fermer son ambassade pour se concentrer sur Maurice, fermer son ambassade aux Seychelles pour se concentrer sur l'île Maurice? Mais il n'est pas du tout prévu de fermer l'ambassade. La confusion que vous avez là, peut-être, c'est parce qu'il y a quelques années, nous avons supprimé un certain nombre d'activités au sein de l'ambassade, comme on l'a fait dans une vingtaine d'autres pays. Et effectivement, les activités consulaires ont été gérées, ont été transférées à Maurice. Mais toutes les activités politiques, les activités de dialogue avec nos partenaires restent ici. Et je suis très heureux de confirmer que nous maintenons notre ambassade. D'accord. Est-ce qu'il est prévu un voyage ou une rencontre entre les présidents des deux pays? Alors, comme je vous le disais, le président Ram Kalawan sera le 11 février à Brest, où il sera autour de la table avec le président Macron et un certain nombre d'autres présidents africains, latino-américains et européens. Et il sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Radogonde, et qui interviendra pendant le sommet, qui coprésidera un atelier avec le ministre français du Tourisme. Et pour l'instant, nous sommes en train d'organiser ce programme de rendez-vous. Et j'espère bien que nous obtiendrons un tête-à-tête, je veux dire, entre les deux présidents. Ils se connaissent déjà, ils se sont croisés à Glasgow, ils ont pu échanger. Mais le format qu'a choisi le président, vous voyez, 15 chefs d'État et de gouvernement et pas plus, c'est un format qui lui permet de discuter, de dialoguer véritablement avec ses partenaires. C'est pas juste de la figuration. Une petite question sur la justice. Comment est-ce que la justice française et la justice séchelloise collaborent dans l'enquête pour meurtre ouverte contre Thomas Desbaptiste? Est-ce qu'il y a eu un entretien? Par principe, il y a eu une enquête judiciaire, il y a un procès très bientôt, donc je ne commente pas une affaire judiciaire qui est en cours. C'est vraiment un principe chez nous, de nos hommes politiques et de notre administration. Vous le savez, nous avons négocié avec les Seychelles il y a 2 mois, 3 mois, une convention d'entraide judiciaire et une convention d'extradition qui vise justement à renforcer cette coopération. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes confiants dans la justice séchelloise. Nous la connaissons, nous la laissons faire. Il s'agit certes de 2 personnes, la personne décédée et la personne qui est actuellement inculpée, 2 Français, donc je suis cette affaire avec attention, mais aussi avec confiance et sérénité face aux juges et face aux jurés. Et il faut, je crois, les laisser faire leur travail de justice. Comme vous avez mentionné au début de l'entretien, le dialogue politique entre l'Union européenne et les Seychelles, il y a plusieurs sujets. Il y a notamment droits de l'homme et l'homosexualité. On dit quoi là-dessus? Sur ces sujets-là, nous, on est assez heureux que les Seychelles, sur le continent africain notamment, soient précurseurs. L'homosexualité a été dépénalisée il y a 5 ans, et il y a des mouvements, il y a des demandes pour reconnaître le mariage de même sexe ou le partenariat de même sexe. On laisse
on laisse la société civile, la société, les communautés séchelloises décider ce qui est le meilleur pour leur société, mais toujours dans le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas divisible, c'est quelque chose qui est universel. Donc on est très content que les Seychelles soient un pays qui soit exemplaire, encore une fois, en matière de droits de l'homme, pas uniquement sur la population LGBTI, mais de droits de l'homme. Et on souhaite, au niveau européen, au niveau français, continuer d'encourager les Seychelles sur ce domaine. Mais il n'y a pas que les questions relatives à l'homosexualité qui nous touchent. Il y a surtout peut-être les questions relatives à la violence. Et les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes. Et je dois dire qu'on a une très bonne collaboration avec et le gouvernement et la société civile séchelloise. Vous suivez le procès légal là, qui est en cours sur la corruption aux Seychelles, le cas qui est, ça a démarré il y a quelques mois. Vous avez des commentaires là-dessus? Même réponse, si vous voulez, il y a une instruction qui est en cours, donc je ne ferai pas de commentaires sur l'instruction en cours. Je ne connais pas, de toute façon, et je n'ai pas à connaître les détails du procès, de l'instruction. Je note simplement qu'il y a effectivement un effort énorme qui est fait par les Seychelles à travers la commission anticorruption pour justement lutter contre la corruption. Et je suis très content d'ailleurs du classement des Seychelles. Je félicite les Seychelles pour ce classement sur l'indice de la corruption. Et on ne peut qu'encourager les Seychelles à poursuivre ce travail. Vous le savez, l'Union européenne a apporté son appui, un appui technique sous la forme d'expertise à la commission anticorruption, mais aussi au bureau de l'Attorney général. Et aujourd'hui, on est heureux de voir le résultat de cet appui à travers effectivement ces inculpations et ces dossiers qui sont portés à la connaissance du juge. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avant votre départ? Vous êtes ici, ça fait déjà 2 ans déjà. Je ne sais pas si on vient ici en disant, voilà, je veux faire tel accomplissement. Moi, je serais heureux si, quand je partirai, je vois que les relations entre la France et l'Union et les Seychelles, ou l'Union européenne et les Seychelles, se sont améliorées, se sont renforcées. Elles sont déjà excellentes, mais on vise toujours un peu plus. Et donc, si j'arrive à développer la coopération avec la Réunion, par exemple, nous avons aussi le département de Mayotte qui est très intéressé pour faire de la coopération avec les Seychelles. Et si j'arrive à faire venir nos amis mahorais, discuter avec les autorités seychelloises, si j'arrive à faire venir encore plus de coopérants et de coopération de la Réunion sur les Seychelles, si avec l'Union européenne nous arrivons à maintenir un tel développement économique, je serai très satisfait. Vous savez que l'Union européenne reste le premier partenaire commercial des Seychelles. On représente 40% du commerce avec les Seychelles. Et l'année dernière, d'ailleurs, les exportations séchelloises ont augmenté de 19%. Donc, vous savez qu'on est aussi très présent sur la pêche. Mais si je peux me permettre, ce qui me gêne un peu, c'est que souvent, quand on parle de l'Union européenne, les gens ne voient que la pêche industrielle, en la critiquant souvent. J'ai même lu sur les réseaux sociaux qu'il fallait annuler l'accord avec l'Union européenne et signer des accords avec d'autres pays asiatiques. Je veux bien, les accords ne s'empêchent pas. L'Union européenne ne se limite pas aux accords de pêche, où derrière il y a quand même des contreparties financières importantes. L'Union européenne, c'est la sécurité. Les bateaux militaires français, cette année, dans les zones autour des Seychelles, ont détruit 33 tonnes de drogue. 33 tonnes de drogue, c'est une année exceptionnelle. 8 navires français ont détruit 33 tonnes de drogue, ont saisi et détruit 33 tonnes de drogue. Une partie de cette drogue venait aux Seychelles. Donc l'Union européenne, c'est ça aussi. L'Union européenne, c'est la sécurité maritime, à travers l'effort qu'ont fait le programme MAZ sur le centre de coordination, le CRCO, le CEFRIM à Madagascar. Ce sont des domaines essentiels. Personne n'a envie de voir un Wakashio 2, et surtout aux Seychelles. Voyez. Et c'est très très important qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis, je le disais tout à l'heure, l'Union européenne, ce sont aussi les programmes de coopération interreg, c'est aussi la mobilité étudiante. Donc ça dépasse simplement le cadre d'un quota de pêche. Mais l'Union européenne est quand même accusée d'être dure sur les pays comme les Seychelles, des fois. Non, je comprends cette réaction.
mais je ne crois pas que ça soit le cas. Sincèrement, vous savez pourquoi? Parce que derrière ces négociations, il y a des valeurs que partagent les États membres de l'Union européenne. Et on fait valoir ces valeurs-là, hein, de démocratie, d'équité, de solidarité. Donc je ne pense pas que l'accord qui a été négocié soit un mauvais accord. Je crois au contraire qu'il est parmi les plus favorables dans le monde. Et je pense que c'est une erreur de le prendre comme ça en disant nous on est un petit pays, on n'arrive pas à négocier. Non, c'est pas oui, peut-être vous êtes un petit pays, mais vous êtes tout aussi important. Votre importance n'est pas une importance démographique. Vous êtes au centre de l'Indo-Pacifique. Vous êtes un pays qui, pour nos flottes militaires, est important, puisqu'il y a un port, on y fait des escales, etc. Vous avez une économie touristique. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, le nombre de touristes français ou européens qui viennent chez vous. Donc, ce n'est pas la taille du pays qui nous importe. Et en tout cas, quand on est dans ce type de négociation, il y a quand même des principes à faire valoir de solidarité et d'équité, à côté de la défense de nos intérêts, naturellement. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre participation. Ravi, je sais. Je vous souhaite une très bonne année. Comme vous avez dit, ça a bien démarré et j'espère que ça ira comme ça. À vous aussi, très bonne année et bonne année à vos auditeurs encore une fois. Et essayons de nous sortir de cette période de Covid et de pouvoir relancer toutes nos activités et nous revoir dans d'autres contextes. En tout cas, merci de cette émission. Bien. Merci bien. Voilà, nos premières émissions tête-à-tête pour Salonais. C'était ambassadeur français qui était avec nous, M. Dominique Mas. Mon souhaité bonne cisée qui n'a abordé et bonne cisée qui n'a intéressé. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous dans encore une semaine pour un autre cisée. Jusqu'à qui nous rejoignent. Bonne continuation, le SBC.